En fait, on peut se rendre compte qu'un chantier de restauration, c'est de l'écologie et de l'humain. Je vais essayer de développer un peu l'idée qui est derrière cette intention, c'est que quand on parle d'écologie, le principe même d'un chantier monument historique est de rester dans une conservation de l'existant. Alors, on conserve un monument historique parce qu'on en a discerné la valeur et le potentiel patrimonial, c'est-à-dire qu'un monument historique classé en France est un édifice que nous nous devons de préserver, de transmettre aux générations suivantes. On commence à parler d'humain. Et que le principe d'une restauration, c'est justement de préserver, de mettre en valeur et de conserver un monument historique. Donc, évidemment, on n'est pas dans une démarche de démolition, on n'est pas dans une démarche de reconstruction, donc on est vraiment dans un sujet d'écologie. Par exemple, si je peux prendre un exemple, c'est que on ne refait pas une charpente en détruisant la charpente et en reconstruisant la charpente. On est dans un domaine de conservation et de restauration. Donc, on emploie davantage des greffes, des moments précis de remplacement de pierre ou de réutilisation de l'existant, d'où la notion d'écologie, puisque la première écologie, c'est justement d'éviter le gaspillage et d'éviter de jeter à la poubelle. Et un monument historique ne se jette pas à la poubelle. Donc, la valeur patrimoniale guide la notion écologique, la réutilisation de matériaux, l'emploi de matériaux naturels, le bois, la pierre, la chaux, le sable, le métal, l'eau sont des éléments qu'on trouve sur notre petite planète Terre et qui servent à construire et à réédifier un monument historique. Le principe d'un chantier monument historique est donc toujours dans une idée de ne pas gaspiller puisqu'on ne peut pas jeter, on ne peut pas détruire. Nos intentions sont généralement une conservation optimale, puisqu'on reviendra dessus sur la question de qu'est-ce qu'un monument historique. La conservation optimale, c'est la préservation optimale. Donc, on est dans une transmission aux générations futures, donc évidemment une impossibilité de recommencer l'œuvre. Après, le mot humain. Humain, qu'est-ce que c'est? C'est l'homme. Évidemment, je pense que c'est une notion qui paraît évidente, mais l'architecture est une création humaine. On peut dire que l'architecture dans sa création, mais l'architecture dans sa restauration est aussi une œuvre humaine, puisque notre objectif est de réunir un ensemble de corps d'État, de réunir un ensemble d'intervenants, tous avec les meilleures compétences pour pouvoir donner et restaurer un monument. Donc, c'est une œuvre humaine, c'est un édifice humain qui restaure un monument historique. Et que quand on parle de l'homme, on parle de sa main et de son outil, qui sont les trois éléments de la chaîne, un cercle vertueux vers la restauration. Et donc, on ne peut pas parler de restauration de monuments historiques sans parler d'homme, puisque c'est aussi une aventure humaine. Le savoir-faire d'un artisan ne peut pas exister dans une restauration de monuments historiques s'il n'a pas reçu une commande et s'il n'a pas reçu des ordres. D'où le triangle vertueux de la restauration du monument, c'est-à-dire un homme qui accomplit une tâche guidé par un maître d'œuvre et lancé par un maître d'ouvrage. Donc, faut savoir qu'un chantier, c'est toujours un lieu d'échange entre les hommes pour arriver à faire progresser et à faire avancer une restauration. Un monument historique classé, c'est un édifice d'intérêt patrimonial et de valeur patrimoniale, que ce soit sur l'histoire, la sociologie rapportée, le type d'architecture, enfin je ne développe pas les sujets qui en font un classé, mais qui depuis 1840 fait l'objet d'un classement. Le classement, c'était à l'époque, après la Révolution française, un moyen qu'avait eu l'État de protéger les plus beaux édifices emblématiques et à valeur patrimoniale de notre cher pays. Donc en France, vous avez les monuments historiques classés et les monuments historiques inscrits. L'abbaye d'Ourscan est un édifice classé, c'est-à-dire qu'on est au plus haut niveau de protection qui puisse exister sur un objet, qu'il soit un objet œuvre d'art ou un édifice construit, donc un monument. Le monument historique classé dépend du code du patrimoine, tandis que le monument historique inscrit dépend du code de l'urbanisme. Donc, on n'a pas du tout la même démarche de travaux et d'obligations entre les deux, même si de plus en plus, nos directions régionales des affaires culturelles tendent à essayer de préserver et de maintenir une équité entre les différents types de monuments. Donc, un monument historique classé
est surveillé, entretenu et restauré par certaines catégories de personnes et d'intervenants. Le premier, c'est la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Ici, on est dans la DRAC Hauts-de-France, puisqu'on est dans l'Oise. Et plusieurs intervenants travaillent avec nous, évidemment l'inspection, le DRAC, les conservateurs et les ingénieurs techniciens. Nous, en tant que maître d'œuvre, architecte, on doit faire valoir plusieurs années d'expérience ou certains diplômes pour pouvoir accéder à ce type de restauration. En l'occurrence, soit être architecte en chef des monuments historiques. Il y en a environ une cinquantaine en France actuellement, un petit peu moins d'une cinquantaine. Et soit être architecte du patrimoine, comme moi, avec pouvant justifier d'une expérience de plus de 10 années dans le domaine du patrimoine. Donc, les monuments historiques, qui peut en assurer la restauration? On pourrait se poser la question aussi au niveau des entreprises. Alors, les entreprises, évidemment, vous imaginez qu'on ne peut pas aller prendre n'importe quel maçon, n'importe quel couvreur pour travailler sur ces édifices, juste eu égard au fait qu'on est avec des architectures particulières qui font nécessairement appel à des compétences et à un savoir-faire très particulier. Donc, on travaille avec des entreprises spécifiques et à partir de là, on est sous le contrôle d'un service, d'un contrôle scientifique et technique qui est assuré par la DRAC, donc un de nos interlocuteurs les plus présents sur le chantier, qui eux-mêmes subventionnent, puisque les monuments historiques sont subventionnés dans le chantier à 40% par l'État, moyennant toute une démarche de demande de subvention. Donc, l'État est extrêmement engagé dans ce type de restauration, d'autant plus quand elles ont des notions d'environnement et de prise de conscience environnementale et sociale, comme on verra un peu plus tard, pour lesquels ce sont des sujets rares. Donc, ce type de restauration est très, très mis en avant par nos services du ministère de la Culture. Vous m'interrogez aussi sur les contraintes induites par un monument historique, en tous les cas pour travailler sur un monument historique. Alors, je vous ai parlé du CST, contrôle scientifique et technique, mais je pourrais aussi évoquer les autorisations, puisque évidemment, on n'intervient pas sur un monument sans autorisation, comme tout édifice construit en France, mais surtout sans passer par un avis donné par l'inspection des monuments historiques. Alors ici, ça s'est arrêté à l'inspection régionale des monuments historiques qui s'est prononcée sur le type de restauration et sur le projet qu'on a mené. Mais sur certains gros édifices classés, ou tout du moins avec des interventions plus lourdes en création, on peut passer devant l'inspection nationale des monuments historiques, ce qui est une autre étape. Alors, je ne vais pas dire que c'est une contrainte, mais c'est une nécessaire validation du projet. Après, comparé à d'autres chantiers, c'est sûr que c'est plus long dans les autorisations, c'est plus long dans la compréhension du projet et la mise en place du projet, et c'est également plus long en réalisation, puisqu'on ne monte pas un mur en pierre de taille aussi rapidement qu'un mur en béton banché, puisque globalement, la longueur, enfin, entre le calepin, la fourniture de la pierre et la mise en œuvre de la pierre, ce n'est pas du tout le même espace-temps que dans le BTP classique. Pour un peu vous donner le contexte de cette abbaye, je vous ai présenté la deuxième vue aérienne de l'abbaye d'Ourscan. Vous avez là une vraie très belle vue sur les différentes entités d'édifices qui composent le site. On est sur une abbaye cistercienne qui a été fondée en 1129 par l'évêque de Noyon. Donc, une abbaye fondée au XIIe. C'est la 8e fille, pour être très précise, de l'abbaye de Clairvaux. Vous avez en place, et on les voit ici, les 3 bâtiments principaux classiques, donc datés de la fin du XVIIe et modifiés au XVIIIe, avec sur la droite de l'image au fond, au dernier plan, l'aile de Gèvres, qui a encore sa toiture en ardoise, le porche, ce qu'on appelle l'élévation occidentale de l'ancienne église abbatiale au milieu, et l'aile de Lorraine, qui fera l'objet de ma présentation un peu plus tard, qui est actuellement en travaux. Vous avez le chœur abbatial gothique qui est actuellement en cours de travaux d'urgence et qui fera l'objet d'une belle restauration d'ici quelques mois, qui est donc le reste de l'église abbatiale. Et au devant, au premier plan, le bâtiment dit de l'infirmerie, qui est un des bâtiments médiévaux du site de l'abbaye, qui détient ce qu'on appelle la chapelle des moines, puisque le site est occupé actuellement par la congrégation des serviteurs de Jésus et Marie, soit environ
une trentaine de moines qui occupent le site depuis le début du XXe siècle et qui ont, parmi tout ce qu'ils font sur le domaine, à cœur de restaurer ce très, très, très bel ensemble monument historique. Pour un peu plus d'histoire sur le site, parce que je pense que c'est important juste d'y revenir un tout petit peu, on est sur donc, comme je vous le disais tout à l'heure, une abbaye classique qui a été très modifiée au cours du temps, jusqu'au XVIIIe siècle. Là, vous avez une très belle vue de Tavernier de Jonquière qui a été faite en 1791. C'est une des dernières vues complètes qu'on ait de l'abbaye. Donc, vous discernez très distinctement l'aile de Lorraine sur la droite, l'aile de Gesvres sur la gauche, et on perçoit le clocheton de l'ancienne église abbatiale qui aujourd'hui a disparu. Évidemment, voilà, la guerre. Il faut savoir qu'entre la Révolution française, où comme bon nombre de monuments historiques en France, l'abbaye a été revendue comme bien national à un propriétaire privé qui en a fait une filature pour le textile. Donc le site, comme beaucoup d'abbayes d'ailleurs, a été réutilisé pour une fonction industrielle et la guerre, comme beaucoup d'endroits dans l'Oise, l'édifice et le site ont subi des bombardements puisque les Allemands s'étaient réfugiés dans cette partie de l'abbaye. Et donc, vous voyez ici les vestiges du site à l'issue des bombardements de la Première Guerre mondiale, et notamment l'arrière de l'aile de Lorraine, où on discerne très bien les arcs qui constituaient la galerie du cloître. Bon, cette photo-là est un peu intéressante, pas tant pour le commentaire qui est fait par l'auteur de la photographie, mais surtout pour que vous compreniez dans quel état est restée l'aile de Lorraine pendant toutes ces années. C'est-à-dire que vous voyez sur la droite de la photographie les souches de cheminée de l'aile de Lorraine. Et donc, cet édifice complètement éventré, complètement calciné à l'issue de la Première Guerre mondiale. Un comte, le comte Biver, finit par reprendre possession du site et protège un tant soit peu l'aile de Lorraine. Donc, vous voyez sur la partie basse de la photographie, et il met en place un toit en béton armé et des séquences de planchers en béton armé. Depuis le comte Biver, rien ne s'est passé sur l'aile de Lorraine, et donc c'est cet édifice-là qu'on a eu à prendre en charge au niveau d'un diagnostic et de l'étude de projet. Donc, qui a décidé sa restauration? En fait, c'est un peu contraint et forcé que la congrégation a dû se poser des questions quant à l'accueil des groupes, notamment des groupes de jeunes sur le site. Actuellement, les groupes de pèlerins sont accueillis dans des maisons qui aujourd'hui sont plus trop adaptées et sont plus trop aux normes. Et donc, au lieu de se poser la question de reconstruire ces maisons, on arrive dans le sujet, ils se sont posé la question de la réutilisation et de la réaffectation de l'aile de Lorraine. Alors, c'est tout à leur honneur, puisqu'ils se sont posé la question dans le bon sens. C'est-à-dire à se dire, est-ce qu'on ne profiterait pas de remettre en état et de réhabiliter pour réutiliser l'aile de Lorraine, ce très bel édifice, plutôt que de se dire qu'on le garde ouvert aux quatre vents et on reconstruit des maisons. Alors, un site comme le site de l'abbaye d'Ourscan, c'était quasiment impossible de reconstruire des maisons contemporaines. Il y aurait eu des grosses difficultés vis-à-vis de l'architecte des bâtiments de France. Donc, ils sont arrivés à la conclusion que pour faire au mieux, eh bien, il fallait rester dans des murs existants. Les objectifs du chantier ont été très vite définis, puisque la congrégation a réussi au fur et à mesure du temps à nous donner son programme, et notamment à exprimer le souhait, donc au-delà de faire rentrer, entre guillemets, des chambres pour accueillir les visiteurs, ils ont souhaité, et c'est ce qui a été mis en place, mettre en place une chapelle d'hiver, donc une chapelle chauffée, plus agréable que l'infirmerie que vous avez vue tout à l'heure. Et donc, au rez-de-chaussée du bâtiment, nous avons pu installer un grand espace pour les messes et les cérémonies données sur le site de l'abbaye. Le programme a été rapidement mis en place. C'est environ 17 chambres qui peuvent accueillir plus d'une cinquantaine de personnes, une sacristie qui accompagne la chapelle d'hiver, des confessionnaux et des salles de réunion, voilà, qui permettent à la congrégation de continuer à profiter de ces surfaces en plus. Au niveau du parti architectural,
Vous pourriez me poser la question, mais pourquoi est-ce que vous n'êtes pas revenu avec le grand comble qu'on voyait sur les anciennes photographies? C'est tout simplement que l'aile de Lorraine a perdu une travée à l'arrière qui correspond à la travée du cloître. Donc, il était impossible pour nous de restituer un grand comble puisqu'on aurait eu un grand comble tronqué. Donc, petit à petit, face à cette impossibilité d'arriver sur un édifice complet, eh bien, avec la DRAC, on a proposé de se contenter et de travailler avec l'existant, c'est-à-dire de profiter de ces 4 murs qui nous sont donnés, c'est quand même déjà une belle surface, et de jouer avec modestie une réhabilitation qui préserve et qui reste très humble par rapport à l'édifice lui-même et aux possibilités de la maîtrise d'ouvrage. Donc, l'objectif du chantier, il a été quelque part d'habiter la coquille, c'est-à-dire de profiter un peu comme un Bernard l'ermite se réinstalle dans un coquillage, c'est de redonner vie en restaurant et en réhabilitant, mais toujours en restant sur quelque chose de déjà donné. En ce sens, on était complètement dans un projet de restauration et de réhabilitation au sens propre du terme. Il était très important pour la maîtrise d'ouvrage de repartir sur le deuxième encyclique du pape François, le Laudato Si, qui a été pris en compte, j'ai presque envie de dire au mot, par la congrégation dans son approche du projet. Alors, je vous avoue que ce n'est pas commun quand on est architecte de devoir se projeter dans des considérations autres que des CCTP et des maquettes et des projets avec des plans. Mais la congrégation a su nous faire une explication de texte. C'est-à-dire que pour eux, et c'est pour ça que je présente le panneau de chantier, il était important, vraiment important, qu'il y ait une considération sur l'urgence environnementale. Et une urgence environnementale, elle peut être vue avec plein de possibilités, plein de différentes visions de ce qu'est une urgence et qu'est-ce qu'est un environnement. Donc, Priomo, c'est évidemment d'avoir un chantier vertueux sur le volet de l'empreinte écologique de notre chantier. Le deuxième rang de compréhension, c'était de faire attention à son environnement, ça veut dire aussi faire attention à l'autre. Faire attention à l'autre, ça se passe par un comportement sur le site et aussi un comportement par rapport à la société et aider l'autre à s'en sortir. Je le dis avec mes mots, mais l'idée était là. Donc, ce qui a été mis en place, c'est très rapidement de mettre les entreprises à l'obligation, je ne parle pas au défi, mais à l'obligation de suivre une charte environnementale et une charte sociale. Alors, vous allez me dire, c'est de plus en plus courant dans les monuments historiques, ou tout du moins dans les chantiers, d'avoir des clauses environnementales et des clauses sociales. Sauf que là, on est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'un contrat a été passé avec les entreprises qui interviennent sur le chantier, et même nous, en tant que maître d'œuvre, pour que les clauses d'insertion sociale soient suivies et contrôlées. Alors, quand je parle de contrôle, j'insiste, c'est que, par exemple, c'est Pôle emploi qui présente aux entreprises les profils potentiels de personnes dans le besoin, qui sont en insertion sociale ou qui ont un profil à relever et qui derrière contrôle avec la maîtrise d'ouvrage le nombre d'heures effectuées par ces personnes. Il faut savoir que c'est plus de 8000 heures d'insertion sociale qui ont été mis sur ce chantier et que ça touche quasiment tous les lots. Alors, ce qu'on appelle des lots, c'est tous les différents corps d'État qui interviennent sur le site. Donc, on a un AMO, assistant à la maîtrise d'ouvrage sociale, qui a été nommé et qui drive tout ça pendant le suivi de chantier. Et nous avons également un AMO environnemental qui a travaillé sur également une charte qui a été également signée avec les entreprises. Et par exemple, là, je vous présente les visuels qu'on a mis en place pour commenter et communiquer sur le type de chantier. Vous avez systématiquement une prise de conscience environnementale des entreprises suivie, contrôlée, puisque ce n'est pas tout de le dire, mais il faut s'assurer que ce soit bien fait, sur tous les différents sujets. Alors, ça peut passer évidemment par la réutilisation des matériaux. Par exemple, l'ancienne couverture qui avait été déposée, puisqu'il y a eu une tôle qui a été posée sur le béton que je vous ai montré tout à l'heure, a été remployée pour construire un auvent agricole à moins de 10 km de l'abbaye. Et donc, tous les sujets de réutilisation sont les bons et tout du moins sont pris en compte sur le chantier. Par exemple, la réutilisation des pierres.
On avait un stock à l'abbaye sur les pierres en place qui n'avait pas été utilisé au 19e par le comte Biver. Et donc, toutes ces pierres ont été retaillées, réemployées et remises en œuvre sur le chantier. Et de même, toutes les pierres qu'on ne pouvait plus utiliser ont été cassées en moellons pour pouvoir être réutilisées ailleurs sur l'édifice. Alors, je pourrais appeler aussi d'autres idées novatrices. On n'autorise pas les bouteilles d'eau en plastique sur le chantier. Chaque entreprise est obligée de se munir de gourdes. Ça paraît du bon sens, mais sur les chantiers, on voit régulièrement, surtout en plein été, des consommations incroyables de bouteilles d'eau, alors que prendre l'eau au robinet et de remplir sa gourde, certes, ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut y penser le matin, mais c'est beaucoup plus vertueux au niveau des déchets du chantier. Les entreprises, évidemment, on pourrait souhaiter à ce qu'on ait des entreprises locales. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Malheureusement, ce n'est pas possible en monument historique de travailler avec des artisans proches de nous. Et c'est là que le jeu avait sa limite. Pour vous donner un exemple, sur le volet social, on ne peut pas demander à une entreprise des Vosges, c'est le cas pour notre couvreur, de faire appel à un couvreur pour travailler en atelier qui vient de Noyon. Donc, il aurait fallu que Pôle emploi discute davantage avec les différentes antennes pour permettre à ce que les heures d'insertion qu'on pouvait faire dans les Vosges puissent permuter sur celles d'Ourscan. Alors, c'est pas grave, on apprend toujours de ses erreurs, mais si on a un conseil à donner à nos petits copains qui viendraient derrière, c'est d'avoir un peu une ouverture d'esprit suffisante pour considérer que un chantier monument historique, c'est pas que des entreprises locales. Et donc, parfois, on appelle des gens du sud de la France pour venir travailler sur des édifices, puisque un charpentier monument historique, ça court pas les rues et on est parfois obligé d'aller chercher un peu plus loin. Donc là, je vous ai remis des visuels sur ce qu'on a clairement affiché sur le chantier pour sensibiliser les entreprises et au-delà de ça, les équipes des compagnons qui interviennent sur le chantier, puisque parfois, ce n'est pas tout de le dire. Si régulièrement, la communication est donnée le matin en arrivant sur le chantier et le soir en repartant, eh ben, il y a des prises de conscience qui sont faites au niveau de nos compagnons. Alors, on parle des mégots cigarettes, les bouteilles d'eau, comme je vous ai dit, et les masques. Et je n'ai pas inventé ces documents, c'est ceux qui m'ont été redonnés par l'entreprise et qui sont affichés dans notre cabane de chantier. Je voulais, pour finir cet échange sur la question de qu'est-ce qui rend ce projet unique, vous présenter un petit film qui dure 3 minutes, qui a été fait par la Direction régionale des affaires culturelles et que je trouve absolument magnifique et parfaitement en bonne synthèse de ce qu'est ce chantier. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être dans l'abbaye de Chayrourscan, dans l'Oise, qui est une abbaye cistercienne et qui fait l'objet d'un grand chantier de restauration, puisque nous sommes dans un monument historique qui est classé, et donc avec un processus de restauration qui a été amorcé il y a quelques mois, en phase opérationnelle depuis bientôt 1 an, et qui bénéficie d'un accompagnement technique, scientifique et également financier, avec une participation exceptionnelle de l'État sur ce chantier à hauteur de plus de 50% pour en assurer la bonne restauration à travers le plan de relance de l'économie. Le chantier de l'Aile de Lorraine, que vous voyez derrière moi, est un chantier à multiples facettes. C'est un chantier de restauration de monuments historiques classés, mais c'est également un chantier de réhabilitation. C'est-à-dire qu'on n'est pas resté juste avec un monument restauré. Notre objectif et notre programme est également de l'habiter pour accueillir les retraitants sur le site. Comment aborder cette restauration et quel usage donner à ce bâtiment? C'était tout le défi aussi de la réflexion sur cette restauration. Et une approche éco-responsable qui a été voulue dès le départ par la maîtrise d'ouvrage, que l'État a également accompagné dans l'idée de la transition énergétique. Le ministère de la Culture et la ministre de la Culture nous demandent également d'avoir une approche de transition énergétique sur les chantiers de monuments historiques pour avoir un chantier exemplaire en termes de restauration et d'une approche particulière sur un développement durable. On est dans un cadre naturel absolument magnifique. Ce serait dommage d'avoir un chantier ultra polluant, comme on peut en avoir sur certaines opérations de bâtiments contemporains, c'est-à-dire de construction neuve.
le monument historique et sa restauration, par essence et par définition, est un chantier ouvert sur l'avenir et ouvert sur la politique de réutilisation, réaffectation, réemploi. L'impact écologique d'un chantier monument historique elle est limité. On utilise du sable dans les monuments historiques, on utilise de l'eau, de la chaux, du bois, des ardoises, des matériaux naturels, pérennes. Donc en ça, les chantiers monuments historiques, par définition, sont vertueux. Le monument historique vit avec un cadre, vit avec un contexte. Et je pense que plus il est ancré dans la réalité de ce qu'il doit être dans son contexte, c'est-à-dire faire attention à son environnement, les pollutions d'eau, les pollutions de sol, plus on ménage une harmonie globale qui fonctionne. On garde l'esprit de la ruine et on vient s'intégrer à l'intérieur avec des besoins d'aujourd'hui et une approche d'usage d'aujourd'hui. Donc tout est un travail de couturière pour pouvoir aménager l'aile de Lorraine. Dès qu'on est sur un site sensible, qu'il soit religieux, culturel, sécurité, militaire, etc., il y a des contraintes. On ne parle pas d'une cathédrale, mais on parle là d'un lieu de vie d'une congrégation avec des temps de prière réguliers, des temps de silence réguliers et surtout qui est scandé au fur et à mesure de l'année par des fêtes religieuses importantes. Alors, on essaye déjà, dans le cadre du chantier, de ne pas déborder. Bon, ça, c'est normal, puisqu'il y a une circulation générale sur le site qui se fait tant de la congrégation que des visiteurs. Mais nos compagnons sont sensibilisés au fait que c'est un lieu de prière. Donc, la musique et les radios sont interdites, même si normalement, sur les monuments historiques, on l'interdit de base. Le comportement tant verbal que physique, c'est-à-dire qu'une tenue adaptée est systématiquement demandée et que, par exemple, un couvreur en été, sur une couverture en cuivre, peut rapidement travailler sur un matériau à plus de 40, voire 45 degrés. Donc, même malgré cela, on demande systématiquement aux compagnons de ne pas être torse nu. Bon, voilà. Mais après ça, un respect systématique des visiteurs et des moines, et puis des temps d'arrêt du chantier, surtout pour les grandes fêtes chrétiennes et catholiques, c'est-à-dire Pâques, Noël, la Pentecôte, tous ces événements importants sont arrêtés pour le chantier. Mais à part ça, tout va bien, on arrive à avancer sur le reste. Au-delà du chantier lui-même, c'est-à-dire des matériaux qu'on utilise et des intentions et de toute l'attention et des intentions qu'on peut avoir sur le chantier, évidemment, aujourd'hui, en France, on ne peut pas réhabiliter ou restaurer sans avoir la conscience de l'impact et du bilan carbone au-delà du chantier, c'est-à-dire pendant la vie de l'édifice. Donc, la congrégation était déjà dedans, hein, puisqu'ils ont mis en place à l'échelle du site un système de chauffage au miscanthus, c'est-à-dire que je synthétise très rapidement, c'est un élément végétal qui est séché et qui est brûlé pour faire la chaleur qui tourne partout, c'est-à-dire c'est de l'eau chaude après qui circule. Donc nous, notre aile de Lorraine a pu se brancher sur cette installation-là. Après, au niveau de la vie du bâtiment, évidemment, on ne va pas faire une isolation par l'extérieur. Vous comprenez bien qu'avec une façade pareille, c'est juste impensable. Donc, on a travaillé sur des doublages intérieurs en fonction des zones de vie, c'est-à-dire qu'on ne double pas inutilement toute l'aile de Lorraine. Parfois, la pierre est visible. Donc, à ce moment-là, on travaille avec des enduits naturels qui permettent déjà de temporiser l'inertie des murs. Et puis, le grand sujet de la restauration aura été celui des menuiseries. Faut savoir que bien souvent, même si c'est de plus en plus contré par des études scientifiques, la déperdition thermique se fait à la rencontre entre deux éléments, c'est-à-dire un mur, une menuiserie, un mur, une toiture, et que là, dans ce cas-là, il était évident que nos fenêtres monuments historiques allaient devoir avoir un certain niveau de performance acoustique et thermique. Donc, tout le travail a été de concevoir des menuiseries qui, dans le dessin, répondaient parfaitement au cahier des charges d'un monument historique classé, mais qui, dans le vitrage, pouvaient nous permettre de passer au-dessus
c'est-à-dire qu'on n'a évidemment pas mis en place un simple vitrage. On a longuement travaillé avec la DRAC sur des prototypes de menuiserie, et c'est un vitrage, un double vitrage avec lame d'air, enfin lame de gaz pour le coup, avec un vitrage monument historique, c'est-à-dire un verre étiré à la face extérieure pour donner cette vibration de la façade, et un verre plus classique, un verre blanc à l'intérieur pour limiter les coûts. Donc, dès qu'on le peut, dès qu'on est dans une notion de possibilité sur le chantier, on essaye de faire mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Du point de vue social, donc je vous parlais des échanges avec Pôle emploi qui nous ont permis d'avancer des profils sur le chantier. L'AMO social se charge tous les mois de récupérer les feuilles de paye, c'est-à-dire le temps passé par chacun des profils qui a été embauché, et ainsi compter le nombre d'heures effectives sur l'opération. Donc, ça permet de comptabiliser, et je vous le disais, sur les 8000 heures d'insertion sociale, par exemple, le lot principal, maçonnerie, pierre de taille et échafaudage, est déjà au-dessus de son quota, alors qu'on n'a même pas fini le chantier. Donc, il suffit de trouver une bonne personne, la bonne personne qui a envie de rester et qui s'investit dans le chantier pour tout d'un coup que ça devienne facile sur l'opération. Soit dit au passage, cette même personne a été embauchée d'abord, il est arrivé par le couvreur. Du couvreur, il est passé au lot principal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un homme qui, au-delà de s'attacher à un travail, s'attache à un bâtiment. Donc, je trouve que le cercle vertueux de la restauration d'un monument historique par rapport à un engagement humain, ici, on répond 100% à la question. C'est-à-dire que cet homme, peut-être demain, il posera des fenêtres, ou tout du moins qu'il fera la manutention de la fenêtre. Et il est de Noyon. Donc, franchement, là, sur ce coup-là, ça marche super bien. Pour ce qui est du contrôle, du contrôle de l'investissement des entreprises par rapport au volet environnemental, ça passe déjà par des fiches de déchetterie, c'est-à-dire qu'on sait ce qu'on met à la benne et ce qui part en déchetterie. Ça passe aussi par des relevés de consommation. C'est-à-dire que l'AMO environnemental vient également tous les mois, récupère le relevé d'électricité, le relevé d'eau du chantier et voit si on a eu des pics de consommation et si jamais c'est le cas, à quoi c'est dû. Alors, ce qu'on veut éviter, c'est les fuites d'eau ou la consommation à outrance. On oublie d'éteindre la lumière, par exemple, le soir. Ce n'est pas du tout envisageable. Donc, on a un contrôle qui est fait via ces relevés. Et elle les demande régulièrement à toutes les entreprises. Le PVC, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas recyclable, mais les métaux eux-mêmes, on arrive à trouver un système de fonctionnement par le recyclage. Je sais que le béton est au démarrage d'un vrai sujet, puisque les grands cimentiers français ont été un peu mis à l'épreuve de réfléchir au recyclage de leurs matériaux, mais en sachant que c'est un recyclage qui est complexe, parce que lui-même appelle à une quantité d'énergie importante pour pouvoir recycler le matériau béton. Et je vous laisse imaginer, depuis le début du XXe siècle, la quantité de bâtiments et des surfaces de mètres carrés qui ont été construits en béton, c'est un sujet d'avenir. Après, nous, en monument historique, on est peu au contact de ce type de problématique, puisque le recyclage, le cycle de la chaux est un recyclage perpétuel. C'est-à-dire que de la pierre, on devient chaux, de chaux, on redevient pierre. Il y a une notion de cycle complet. Et ça, c'est ancestral. Depuis l'Antiquité, on fait ça. Donc, la notion de recyclage, elle est dans le bâtiment courant, à mon avis, de plus en plus nécessaire, parce qu'on se rend compte que quand le bâtiment courant utilise des matériaux naturels, il est très consommateur. Par exemple, deux exemples. Le premier, le bois dans la construction. Alors, le bois devient très à la mode dans la construction neuve, mais à tel point qu'on le fait de manière un peu trop brutale. Il y a peut-être des solutions intermédiaires et qu'on crée une pénurie au niveau des matériaux. Et je pourrais donner par exemple le sujet du sable et de la pierre, qui pour nous sont indispensables. On ne peut pas faire de restauration de monuments historiques sans pierre et sans sable, surtout sans sable.
Le chantier du Grand Paris est une catastrophe dans ce sens-là, puisque, par exemple, la pierre de Saint-Maximin, qui est une des pierres de restauration employée depuis le 19e siècle dans tous les monuments historiques du nord de la France, aujourd'hui est rachetée au prix cher pour faire du sable dans le grand chantier de Paris. Donc, alors qu'aujourd'hui, on en a besoin pour nos monuments historiques. Mais parce qu'il y a une demande et qu'on paye plus cette pierre, nous, on se retrouve à attendre des petits volumes de pierre inutilement parce qu'il y en a un plus grand qui a décidé de les prendre et pour en faire du sable. Et de même, le sable, c'est une denrée qui devient rare. Alors, on pourrait se dire, mais comment ça se fait? Nos océans sont pleins de sable, il suffit de savoir traiter le sable. Ben non, puisqu'en monument, enfin, tout du coup, en restauration et en construction, on a besoin de sable d'eau douce, donc qui n'est pas plein de sel, et que si on veut utiliser le sel de nos océans, il va falloir apprendre à gérer cette notion de salinité, et que, évidemment, on va consommer en eau plus pour arriver à le faire. Donc, on n'est pas dans un schéma très vertueux sur ce point-là.